Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Quand vous entendez le chant de ce coq, ça veut dire que Dieu vous a encore glorifié pour la journée. Rien à faire. La différence entre régulièrement dans l'armée, on vous dit que quand vous êtes sur un terrain de guerre, dès que vous entendez le bruit d'une arme, oh, sachez que vous êtes encore vivant. Parce que le bruit arrive toujours après la balle. Sachez que vous êtes encore vivant ou sachez que vous avez été tout simplement blessé. Voyez-vous? Donc, la différence entre le bruit de l'arme et le chant du coq, c'est que le chant du coq, le coq chante tous les jours. Où que vous soyez, vous allez entendre le chant du coq. Même sur les théâtres de guerre, les villages qui sont environnants, le coq doit chanter. Mais vous ne serez pas sur le théâtre de guerre tous les jours. Et vous allez entendre le coq chanter. Donc, si tu as entendu la chanson de ce coq, ça veut dire que tu es encore en vie. Alors, profite de la vie, capitalise. Parce que celle pour qui je vais échanger avec vous ce matin n'est plus parmi nous. Donc, elle ne pourra plus chanter. Elle ne pourra plus entendre chanter, ni chanter elle-même le chant du coq. Alors, je voudrais vous dire de profiter de chaque minute qui passe, capitaliser. Soyez les distributeurs automatiques du bonheur. Mes chers compatriotes, ici comme ailleurs, je ne manquerai donc aucune occasion pour vous renouveler nos remerciements pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je voudrais échanger avec vous ce matin sur un sujet que nous avons plusieurs fois publié ici. Plusieurs fois. Et c'est l'occasion pour moi d'utiliser encore cette publication pour m'adresser au procureur de Tchang, qui s'occupe de notre compatriote Tongsa Blanche-Laure. Vous allez comprendre pourquoi ça a un lien avec cette publication. Pourquoi est-ce que je m'adresse au procureur de Tchang. Je me suis battu avec vous ensemble, avec mes compatriotes, pour dénoncer ça. Madame Mat Angélique Mincha, qui est dans la glace depuis un bon moment maintenant. Cette dame-là, on a accusé son mari alors qu'elle n'est même pas morte au Cameroun. On a confirmé son décès au Maroc. Cette dame-là n'avait pas de coups nulle part. Elle est tombée dans son bureau. On l'a transportée à l'hôpital, de l'hôpital dans les avions, des avions au Maroc. Autour de cette dame, beaucoup de gens sont impliqués. Comme d'ailleurs autour de ma soeur, notre compatriote Tongsa Blanche-Laure. Son mari est accusé. Et je m'adresse donc au procureur. Vraiment, monsieur le procureur, je sais, même si vous ne le dites à personne, nous savons que vous vivez beaucoup de pression. Vous subissez les pressions. Et même l'enquêteur subit les pressions. Les enfants de Blanche-Laure subissent les pressions de ne pas parler. Les voisins et les voisines de Blanche-Laure subissent les pressions. La différence entre le corps de Blanche-Laure et celui de Mat Angélique Mincha, c'est que le corps de Blanche-Laure a des hématomes. On a vu qu'elle a été assassinée elle a reçu un couche fort, violent, avec un objet, l'eau, contendant, qu'il a assommé. C'est différent avec le corps de Mat Angélique Mincha, ici. La justice a donc demandé que le corps soit remis à son mari et qui était là au tribunal avec la famille, les enfants, lui-même, y compris les gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire. Donc, la femme d'Nkoto Emane est mort. Un autre criminel économique, il est mort.
sa femme se retrouve dans une affaire qui ne la concerne pas. Cette femme-là elle joue exactement le rôle d'Étienne Killer, Étienne Sonki. C'est comme ça que la femme de Nkoto Emane a joué des pressions allant jusqu'à la présidence au cabinet civil pour qu'on confisque le corps. Et je vais vous donner le pompon de cette affaire après la publication, parce que il y a une publication que j'ai fait, plusieurs d'ailleurs, j'ai fait plusieurs publications sur cette affaire. Mais je vais vous présenter ici une publication d'un groupe de personnes aussi, qui sont venus très longtemps après nous, mais qui ont dit exactement les mêmes choses que nous avons dites lors de nos publications. Je voudrais donc ici, déjà les saluer tout le panel que vous allez voir, qui a reproduit fidèlement ce qui s'est passé, les enjeux, le jeu et les enjeux, les influences, les manipulations et les démarches de certains sectaires au Cameroun. Donc, ça me ramène là, à la mort, à l'assassinat de Tonsa, Blanche-Laure. Vous allez entendre le passage quelque part qui vous parle des gens qui sont allés voir le mari de Madame Mincha chez lui à la maison. Les gens qui sont allés voir le mari de Madame Mincha chez lui à la maison pour lui demander qu'il leur offre, le corps de sa femme. C'est-à-dire, le corps n'ira ni à la famille, ni à Monsieur Mincha, mais le corps ira entre les mains de certains individus qui vont s'en charger d'aller enterrer Madame Mincha. Ces individus-là, donc, je vais vous dire ce qu'ils ont fait avec ce corps pendant qu'il était à l'hôpital Maïti à Port-d'Ansiste. C'est pour ça que je dis au procureur général de Tcham, qui s'occupe de l'affaire Tonsa, chaque fois que vous dites le droit, pensez à vous même. Parce que les gens sont allés profaner le corps de M. Jean-Baptiste Bokam dans son cimetière. Le jour même qu'il a été enterré, le corps a été sorti pour faire des incantations dessus. 3 jours après, le corps a été sorti pour d'autres incantations après. La troisième fois qu'ils sont allés faire ça, on a arrêté l'un des garçons. Vous savez ce qui s'est passé? Une autorité a demandé qu'on libère ce garçon-là. Parce que c'est cette autorité-là qui avait envoyé qu'on aille profaner son corps. Comment vous pouvez faire ça, les gars? Je vous ai déjà dit ici que chaque fois que je parle, je n'ai pas la parole de Dieu, j'ai la parole des événements et la parole des faits qui nous entourent avec des preuves qui accompagnent ce que je dis. Vous êtes mieux placé, monsieur le procureur. Renseignez-vous sur cette histoire. Elle a fait même déjà l'objet même d'une publication de plusieurs dans les réseaux sociaux et dans les médias publics au Cameroun. La profanation de la tombe de Jean-Baptiste Bokam. La profanation du corps de Madame Marthe Angélique Mincha à l'hôpital. Je vous dirai ce qui s'est passé là-bas après cette publication. Écoutez et regardez. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. C'est l'instant de la dénonciation avec le dénonciateur maison et qui est là ce matin, Bernardo Basson. Bernardo, votre dénonciation. Si je dis aux téléspectateurs ce que vous avez dit avant, là, vous serez content. Vous n'êtes pas sûr que c'est vrai? Je dis que c'est oui. Ce sera ta parole contre la mienne. Je vais vous afficher ici. Monsieur Yemek et Pinokouta, je vais vous afficher ici. Et vous allez écouter. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière. Il s'agit d'un deuil qui se bloque, en fait. Alors, l'ancienne directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, l'API, est tombée malade il y a un moment déjà, et puis elle est entrée dans le coma ici au Cameroun. Elle a été évacuée du côté du Maroc où elle est décédée. Les médecins ont constaté là-bas et ici qu'elle est décédée d'accident vasculaire cérébral, AVC, d'après les informations que nous avons reçues. Au début du mois de janvier, la dépouille a été rapatriée pour le Cameroun, a été rapatriée au Cameroun. Et donc son mari a entrepris des démarches pour organiser les obsèques. Mais depuis, rien n'y fait, rien ne se passe. Il y a un blocus. Visiblement, un officier de l'armée a procédé au scellé du corps. Il a décidé de sceller le corps pour qu'il n'y ait pas d'obsèques. Donc le mari a même saisi la justice, a obtenu une décision, une ordonnance du juge des référés pour qu'on lève les scellés et que les obsèques se déroulent. Mais malgré cela, rien n'y fait.
Donc le mari est désemparé, il ne sait pas ce qu'il a à faire pour que les obsèques se tiennent. Il n'a pas plus d'informations. On ne sait pas pourquoi le deuil ne se tient pas, pourquoi il n'est pas enterré jusqu'ici. Donc ce matin, j'ai voulu qu'on en parle. Vous dites que la dame est décédée depuis à peu près combien de temps? En décembre. En décembre. Le 29 décembre. Le 29 décembre. Nous sommes là pendant 5 mois. Hein? Pratiquement 5 mois. Et depuis là, le corps est bloqué. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Malgré la volonté de l'époux d'enterrer son épouse. Oui. Je vous passe d'abord la parole, hein, Bernard Owona, vous qui êtes un journaliste d'investigation, certainement que vous avez investigué sur cette affaire qui commence quand même à aller dans tous les sens. Effectivement, parfois ici, on a pris du temps depuis 2 mois pour investiguer profondément rocambolesque, une affaire qui fait véritablement déjà parler d'elle dans les milieux et bureaux feutrés de Yaoundé, parce que Madame Minja, Marthe Angeline, n'était pas n'importe qui. C'était la directrice générale de l'agence des promotions des investissements, qui est chapeautée par la présidence de la République. Et donc, elle est également une dynamique et entreprenante membre du CERAC, le CERAC de Madame Chantal Biya. Alors, elle est tombée malade, elle a eu un malaise le 23 décembre dans son bureau, a été conduite chez elle, à Oboboro. Son mari l'a amené notamment à l'hôpital, au Curie, et c'est là-bas au Curie qu'elle est tombée, qu'elle est entrée dans le coma. Et après ce coma, donc, il y a eu des négociations pour qu'elle soit évacuée. Le premier rapport du Curie que nous avons ici, que je vous ai dit qu'on a investigué, voilà le premier rapport du Curie qui atteste du genre de mort qui vient de vous être communiqué tout à l'heure par Bernardo. Et donc, elle a été évacuée au Maroc. Elle a été évacuée au Maroc, je pense, le 24 novembre. Non, le 24, oui, elle a été évacuée au Maroc. Et arrivée au Maroc, à l'hôpital Gérada Oasis, elle a été internée là-bas. Déjà, il y a une grosse curiosité qui entoure déjà cette affaire, c'est que au moment de vouloir l'évacuer, le directeur de AXA et un de ses neveux, le directeur de la société d'assurance AXA, un de ses neveux, vont faire un devis pour demander au mari 12 millions de francs pour affréter un avion qui devait évacuer Madame Minja, Marthe. Madame Minja est déjà en fonction. Je pense que la moindre des choses aurait été de voir avec l'entreprise qu'elle dirige par rapport à ce genre d'opération. Malheureusement, le mari n'étant pas, j'allais dire, saisi, monsieur le directeur de la société d'assurance AXA et un neveu de Madame la DG vont prendre l'initiative de louer un avion à 12 millions de francs de leur poche à l'insu du mari, à l'insu de monsieur Minja. Je voudrais préciser que monsieur Minja est un haut commis de l'État qui a été préfet dans la Sanaga maritime quand Niemer était élève au lycée de DEA. Il a été préfet à Yabassi, il a été préfet à Douala. Je ne parle pas de sous-préfet, il a été conseiller technique au MINAT, puis inspecteur général des services. Il est chef supérieur du groupement Bou, d'Acom 2. Donc c'est un patron de ce pays qui a servi avec abnégation ce pays. Et donc lorsqu'il a un cas comme celui-ci et que les gens jouent à son... C'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, il n'est pas associé au dé de sa femme. Je vais préciser qu'ils sont mariés. Sa femme et elle étaient mariés depuis 42 ans. 42 ans de mariage. Donc première curiosité, un neveu et le DG de AXA Assurance, il s'appelle Eric, il décide donc d'affréter l'avion à leurs frais avec le précieux concours de Madame Veuve Onkote Eman Victorine. Donc l'argent est débloqué, l'avion est affrété et Madame Minja est évacuée au Maroc. Elle va donc décéder là-bas le 29 décembre à 2 h du matin. Et le rapport médical, le compte rendu médical des médecins marocains atteste également encore ce qui avait déjà été dit par les médecins camerounais au Curie, à savoir un AVC. Donc depuis que monsieur Minja et son fils ont rejoint Madame Minja au Maroc, ils avaient le problème de rapatrier le corps. Pour rapatrier le corps, il fallait de l'argent, malheureusement.
le ministre des Finances qui a été saisi par la présidence ne pouvait plus agir parce qu'elle était déjà décédée. Donc il fallait qu'on prenne de l'argent quelque part. Et M. Minja donc lui-même a financé le rapatriement de la dépouille de son épouse, qui a donc été mise à la morgue de l'hôpital général le 4 janvier 2024. Depuis lors donc, des réunions se sont tenues, présidées par M. Jules Doreng Dongo, qui est une élite majeure de l'océan, région du Sud, pour l'organisation de ces obsèques. À 3 jours de la date des obsèques, le CELAC était même déjà parti là-bas à rendre visite à M. Minja, assister la famille. On annonce que les obsèques n'auront pas lieu. Mais entre-temps déjà, il faut préciser que la sœur de Madame Minja, qui vit en Europe, et son petit frère ont saisi le juge de référé du tribunal d'Ekounou. Entre-temps, pendant que le corps est à la morgue, ils voulaient qu'on scelle le corps. Malheureusement, ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés et quand ils ont été déboutés, M. Minja a reçu l'ordonnance qui est là. L'ordonnance est là, on a investigué, on a pris toute la documentation pour qu'on ne raconte pas des histoires. Donc, l'ordonnance du juge est là et après cette ordonnance, ces gens n'ont pas désarmé. Ils ont réuni un certain nombre de personnes pour faire blocus pour que les obsèques n'aient pas finalement lieu. La semaine donc passée, M. Minja a écrit au directeur général de l'hôpital général, lui disant qu'il voudrait récupérer le corps de son épouse parce qu'il a déjà un nouveau programme des obsèques qui devait aller du 24 au 27 avril. Et le directeur général de l'hôpital général lui a demandé de s'acquitter des frais de morgue. Ce que M. Minja a fait, vous avez la facture là. On va dire que j'ai cette facture. Voilà, 1 177 000 oui, que M. Minja a payé pour les frais de morgue. Là, M. le directeur général a pris l'argent, a encaissé l'argent. Maintenant, quand il a déjà encaissé l'argent, quand M. Minja veut donc aller prendre son corps, le corps de son épouse, on lui dit que la réquisition reste pendante. Moi, je ne suis pas un juriste, peut-être Bernardo nous dira tout à l'heure, entre la réquisition de nos PJ et l'ordonnance d'un juge, ce qui est dans les normes supérieures. Donc, voilà où nous en sommes pour l'instant. Pour cette première prise de parole, je préfère d'abord m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà la première situation où nous en sommes. Et je pense qu'avec les autres interventions, je reviendrai pour dire d'autres choses après. Merci Bernard Owona. Il faut dire que j'ai trop de documents devant moi concernant cette affaire. Et justement la facture de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, où M. Minja a justement payé 1 177 000 francs CFA pour pouvoir avoir le corps de son épouse, la dépouille. Nous avons également d'autres documents sur cette table. Je vais passer la parole à Joseph Zambo. Si j'ai bien suivi ce qui a été relevé par Bernardo et maintenant les détails un peu plus approfondis de Bernard Owona, je pense que le problème se situe au niveau justement du blocus. Nous avons d'un côté l'ordonnance de justice, je ne sais pas si j'utilise les bons mots ou bien les bonnes expressions, qui donne raison à M. Minja de pouvoir enterrer son épouse. Et d'un côté, nous avons une réquisition je pense c'est un lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel de la paix judiciaire au CED. Au CED, qui, à son tour, a bloqué le corps. Maintenant, on veut savoir, entre autres choses, qu'est-ce qui prime entre la décision de justice et maintenant la décision de monsieur le gendarme, le lieutenant-colonel du côté du CED. Pourquoi jusqu'à présent le corps de madame le directeur général de l'API est bloqué à la morgue? Joseph Zambo, votre commentaire. D'accord, merci Pafa. Ici, moi je pense que il faut déjà regarder le problème en avance. Si une femme est mariée et qu'elle doit être amenée à l'extérieur du pays pour se faire soigner, comment cela est-il possible que son mari, son époux, étant vivant, ne soit pas au courant? Première question. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser.
Et d'ailleurs, selon ce qu'on écoute, s'il a pu payer une facture d'1 million, ça signifie que si les 12 millions pour une évacuation rapide étaient une nécessité importante, je crois qu'il pouvait faire quelque chose sur les 12 millions pour faciliter justement le déplacement de son épouse qui doit se faire soigner. Donc il faut savoir qu'il y a une magouille qui est très organisée depuis le départ. Parce que je ne sais pas où le neveu a plus de pouvoir que le mari. Et je crois qu'il y a même certains documents à signer pour faire sortir une personne aussi malade, quitte à être au coma. Et je crois que la personne la plus indiquée ici, c'est son mari. Alors comment cela a-t-il été manipulé? Quelqu'un qui a été préfet et autres, ça signifie qu'il y a une magouille qui est cachée. Et maintenant de l'autre côté, il faut voir, je crois que une fois que l'époux est au courant que sa femme est décédée, c'est tout à fait légitime qu'il prenne possession du corps de son épouse pour enterrer. Maintenant, si le blocus était au niveau des factures, au niveau de la morgue, c'est déjà réglé. Je crois que la facture, vous l'aviez déjà. Tout à fait. Voilà. Et de l'autre côté, ce gendarme qui bloque, les raisons sont lesquelles? Parce que peut-être il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qu'il faut voir. Moi, je suis quand même dans une descendance où on a eu notre grand-père Léopold Ferdinand Oyono, qui était décédé aussi. Et je crois que lorsque les hautes personnalités de l'administration décèdent, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour. C'est pas comme si tu décèdes aujourd'hui, demain on va t'enterrer. Il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se passer en amont avant d'arriver à l'enterrement. Pour d'autres, ça peut faire même une année à la morgue avant l'enterrement. Donc je crois que toutes les parties prenantes doivent suffisamment discuter afin qu'on puisse avoir vraiment les contours, les alentours et les pourtours de cette affaire. Et ça peut permettre au mari de céder les actions qui sont menées actuellement, ou au cas concret, il aura le droit et il y a des possibilités qu'il y ait un rapport de force important qui lui permettra d'entrer en possession du corps de son épouse. Merci Joseph Zambo pour ce regard. On va passer la parole à notre consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est donc une affaire un peu bizarre que nous avons sur cette table aujourd'hui. On rappelle très bien que ce n'était pas madame n'importe qui, c'était quand même madame le directeur général de l'API. D'où vient-il qu'on puisse refuser à son époux légitime de pouvoir aller enterrer sa défunte épouse? Non, moi, on ne peut pas me manipuler. Ni un lieutenant-colonel, ni même un colonel ne peut bloquer le corps de Madame Mindia. C'est pas possible. Oui. Et j'aime vous dire que à la date prévue pour la dernière levée de corps, oui, je devais également lever le corps de mon père, Maître Tang. Oui. On nous a annoncé la présence de Madame Chantal Biya à la levée de corps, de sorte que nos levées de corps se sont passées dans une précipitation et je ne peux pas vous décrire les détails. Nous étions supposés lever son corps à 11 h, nous l'avons levé à 8 h. Par la suite, nous avons appris que la levée a été reportée. Donc, Madame Chantal Biya devait assister à la levée de corps de Madame le directeur général. Tout à fait. Donc, c'est vous dire, si c'est à ce niveau déjà, vous voyez la longueur des bras, si même, il y a quelque chose de particulier qui se joue là-dedans. Parce que nous sommes là pour éviter, nous ne devons pas contribuer à ce que le peuple ne comprenne pas. Les grands se battent pour quelque chose. Le lieutenant-colonel n'est qu'un exécutant. Donc la question, est-ce qu'un colonel... Non, non. Le procureur est au-dessus de tous les gendarmes. Donc si le procureur dit, on fait. Si le juge dit, on fait. Mais le juge a donc sorti l'ordonnance. Non, lui-même c'est déjà au-dessus de lui. Mais attendez, vous pensez que le directeur général de l'hôpital a un problème particulier? Non, non, non. Il n'a pas de problème. Il a même déjà pris l'argent. Non, attendez, pour montrer sa bonne foi, tu payes tes choses. Si vos luttes de classe là-bas bloquent le corps, où est mon problème? Le corps est à sa disposition. Maintenant, il y a des luttes. Vous voyez, quand je lis l'une des correspondances de monsieur l'ancien préfet
au chef du service central des recherches judiciaires, donc au lieutenant-colonel en question. Il lui parle sur un ton de chef. Hein. Il me revient que c'est vous qui bloquez le corps de ma femme. C'est un chef supérieur et autres, mais au Cameroun, on sait ce que ça signifie. Donc, la mort de Madame Minja, nous en avions entendu parler déjà ici. Et vous savez que cette femme, particulièrement, avait des biens. Sauf qu'il faut dire aux familles, parfois ici, quand vous allez épouser une femme, très souvent, l'homme a plus de moyens que la femme. Mais comme la vie est ce qu'elle est, votre femme peut devenir riche avec le temps. Bien sûr. C'est là où vous allez donc découvrir ce qu'on appelle les familles des femmes. Ah, ici, même toi qui as Lynn là maintenant, si on nomme Lynn ministre, tu vas voir quelque chose. Je préfère te dire ça en pleine télé. Tu vas voir tous les boulots arriver te dire que tu avais escroqué. Tu vas entendre des choses qui vont te dépasser. Alors que tu as épousé ton épouse, elle avait le statut qu'elle avait là, il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que les familles des femmes se comportent. Le nœud ici, c'est que on veut maintenant distinguer la fortune de madame à l'intérieur du couple. Toutes ces batailles-là, le neveu qui a donné 12 millions, il n'a pas donné 12 millions parce qu'il aimait trop madame Minja. Madame Minja est plus riche que 12 millions. C'est son investissement qu'il fait. Mais là, force doit revenir à la loi puisque vous dites que nous sommes dans un état de droit. Tout à fait. Que M. Minja soit une bonne ou une mauvaise personne, la loi dit que c'est son corps. Là, c'est le principe. Et les autopsies qui sont menées ici nous laissent subodorer qu'il y a eu des soupçons de choses bizarres. On voulait s'assurer que Mme Minja serait morte de mort naturelle. Et la première intervention de Bernard Ouna m'a laissé supposer aussi cela. Et quand il précise que... moi, je ne suis pas juriste, je suis seulement un curieux. Quand une personne normale meurt, on ne peut pas voir dans tous les hôpitaux où il est passé pour qu'on nous dresse tout un rapport. Ces rapports montrent que M. Minja se sentait déjà soupçonné de quelque chose. Oui, je veux, si tu permets. Il a même été entendu. Voilà. Entendu, soupçonné d'avoir été à l'origine de la mort de son épouse. Voilà. Ça, également, c'est ce que disent la belle famille en face. Il a été entendu cuisiner au cèpe pendant toute une journée avec son fils Yannick Minja et puis d'autres membres de son cabinet, parce que tout le personnel de son cabinet a été entendu. Le personnel de la résidence a été entendu parce que on parlait d'un empoisonnement ou d'un produit quelconque qu'on lui aurait fait consommer. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur les autopsies. Il y a eu une autopsie à l'hôpital général dont les résultats sont toujours attendus depuis des mois. Mais nous avons quand même là le rapport médical et le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital du Maroc et le rapport médical du Curie. Tout à fait. Qui atteste qu'effectivement, elle est morte de suite d'un AVC. Donc ça, c'est des précisions que j'apporte à la suite de l'éclairage. Avant d'en venir à la décharge de M. Minja, allons d'abord à la charge. Oui. On provoque les AVC de plusieurs manières. On provoque les AVC de plusieurs... Je n'ai pas dit que M. Minja a tué Mme Minja. J'ai dit qu'on provoque les AVC de plusieurs manières. Tout à fait. Maintenant, deuxième chose. Les médecins après la mort ne servent à rien. Si Mme Minja ne voulait plus rester dans le mariage avec M. Minja, elle avait tous les moyens de divorcer. Si vous mourrez étant marié, votre corps appartient à votre partenaire. Un point, c'est tout. Clair. Si vous mourrez étant marié à quelqu'un, le corps appartient au partenaire. Donc, il faut donner le corps de M. Minja. Les gens qui font leur business aussi autour de l'affaire. M. Minja vous a eu. Même les biens de Mme Minja sont dans la communauté de biens avec M. Minja. Donc, tout ça, et c'est pour cela que je dis souvent que la fortune est un danger. Parfois, si ces gens étaient pauvres, vous ne verrez aucun membre de famille déjà disposé à donner ces 12 millions pour évacuer qui que ce soit. On aurait même déjà enterré Mme Minja depuis. Dans le pur anonymat. Oui. Maintenant, comme il y a des biens en jeu, il y a un enjeu. On voit déjà. Et puis Mme Minja et M. Minja avaient des enfants. D'où sort ce neveu? Moi, je te connais même. Bon, je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne m'intéresse pas à lui. Je vois seulement dans l'ordre des raisons. Les enfants de Mme Minja passent avant tout ce monde-là. Et c'est eux qui déterminent
Quand même leur père aurait été identifié comme le meurtrier de leur mère, la loi ne changerait pas sur le point. C'est ces enfants-là qui détermineraient toujours où leur mère sera enterrée. Donc vraiment ce corps-là, je crois qu'il faut... C'est donc ça, nous arrivons à un point de chute. Parfois ici, la longueur des bras au Cameroun fait que quand de longs bras rencontrent d'autres longs bras, il y a blocus. Il y a blocus. Merci. Et je pense que nous sommes à ce niveau de blocus. Je vais passer la parole à Bernardo, même si Blériot, après tout ce qu'il a eu à relever, reconnaît quand même que Dura lex, cette lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Je vais poser la question au juriste, pas à Bernardo Basson. En l'état actuel des choses, le corps appartient à qui? Parfait. Ici, en droit civil, la dépouille appartient à la famille. Et dans le cadre du mariage légalement contracté, selon les canons du droit civil applicable au Cameroun, la dépouille d'un des conjoints appartient, entre guillemets, verbe appartenir peut sembler, mais appartient à l'autre conjoint. L'autre conjoint vivant. C'est-à-dire au conjoint survivant. On ne va pas... Et si les deux décèdent au même moment, ce sont les enfants, s'ils sont majeurs, qui vont gérer les obsèques. Maintenant, s'ils sont mineurs, à l'issue du conseil de famille, on peut désigner un chef de famille pour la circonstance qui va organiser les obsèques. Ouais. Donc, ce n'est pas un problème juridique ici. Le problème ici, il est à deux niveaux. M. Ngemek les a très bien posés. Du moins, il a posé un, et le second, il l'a juste brossé. Le premier, c'est une affaire d'argent. C'est-à-dire la famille suspecte... Parce que si cette femme était pauvre, comme il l'a dit, et que ce mari était riche, on ne l'aurait même pas suspecté d'avoir tué sa femme. Beaucoup de riches tuent leur femme. On le suspecte de l'avoir tué parce que c'est une femme qui avait des moyens. Je vais absolument lui coller un procès pour le mettre à l'écart. Je ne dis pas qu'il est blanc comme neige, je ne connais pas. Mais généralement, c'est comme ça dans les familles avec les femmes. Quand votre fille, quelque part, si elle a plein d'argent, vous faites tout pour diaboliser son mari parce que vous espérez, vous, avoir les biens qu'elle va laisser après. Quand on vous dit souvent que les femmes, après 50 ans, sont sorcières, vous croyez que c'est la blague. Voilà un cas. Sa famille, elle a des frères aux États-Unis, en France. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas mal, c'est aussi leur sœur. Ils ont mal, leur sœur est décédée. Mais chez nous, en Afrique, parfois ici, on ne bagarre pas pour le cadavre. En Afrique, on ne bagarre pas pour le corps. On dit que quand le corps est déjà posé, on enterre. Maintenant, après l'enterrement, s'il faut, on va faire les problèmes. On ne maintient pas le corps en suspension chez nous. Deuxième problème ici, M. Bernard Ona ne l'a pas dit. M. Ngemek l'a un peu suggéré. On ne serait pas loin d'une affaire de loge. Ah bon? Oui, une affaire de loge. Vous voyez les loges partout? Je vois la loge dans la mesure où, lorsque Madame Minja tombe malade, on écarte son mari pour la faire évacuer pour le Maroc. Qui décide de prendre sur lui, de payer 12 millions pour qu'elle aille au Maroc? Ce sont peut-être ses frères de la loge. Ce n'est pas à exclure du tout. Maintenant, qui décide de sceller son corps et pourquoi ici au Cameroun? Alors qu'on sait qu'il n'y a pas de problème légal, puisque sur le plan légal, c'est son mari qui devrait organiser les obsèques. Parce qu'il y a sûrement des accords de loge derrière. Donc ici, il n'y a pas que la famille. Pas sûr. Bon, disons probablement. Voilà. Probablement. Merci de la on n'a pas d'éléments clairs. Il est possible, parfait, ici, il est possible qu'il y ait ce genre de problèmes souterrains. Sinon, rien n'explique le fait que le lieutenant-colonel, puisque le juge des référés a rendu une ordonnance. C'est vrai que l'ordonnance n'est pas une décision rendue au fond. C'est une décision rendue lorsque la situation est urgente. On appelle le référé encore l'urgence. Vous voyez, ça c'est pour le terme classique, le pacte dans la constatation juridique. Vous voyez. Donc quand on dit ordonnance des référés, c'est que le juge va vous dire, vu l'urgence, faites d'abord si faites ça. Entraînez une décision au fond, vous pourrez mieux vous pourvoir, vous pourrez attendre la décision au fond qui sera rendue. Donc les parties peuvent engager un procès au fond. Mais vu l'urgence, on a débouté les frères et sœurs de Madame Minja. Parce qu'ils ont demandé qu'on appose les scellés, ils ont été déboutés, vu l'urgence. Vous voyez. Donc en principe, on ne devrait pas sceller ce corps. L'OPJ qui décide de... Qui scelle les corps? C'est le magistrat qui scelle. C'est le magistrat qui scelle. Voilà, c'est le magistrat. Pourquoi je suis un peu... Non, les officiers de police judiciaire ne scellent pas les corps.
Moi, Un colonel peut sceller un corps. même un général ne peut pas sceller un La corps. réquisition de l'OPJ, c'est une réquisition à personne parfait ici, où il demande le tête d'hôpital général de sceller le corps en attendant des enquêtes et tout ça, c'est de la compétence des OPJ quand même. Sauf qu'en l'état actuel des choses, la famille a saisi le juge des référés pour demander qu'on appose les scellés. Le juge a débouté la famille, donc ici il n'y a pas un problème juridique, il y a un problème de personne. Donc problème d'argent et possiblement problème de loge. Il faut essayer de voir avec qui est-ce que cette femme marchait, qui en veut absolument à son mari, qu'est-ce qu'on veut faire de son corps, pourquoi est-ce qu'on scelle son corps comme ça. Très bien. Il faut qu'on nous explique. Merci Bernardo. Lisons d'abord quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Espace Miné pour la dénonciation. Monsieur Blériot, s'il n'était pas né, il fallait le crier. D'accord, il est donc né. Nous allons prendre une autre préoccupation ce matin. Je ne sais pas pourquoi le message ne veut pas être lu. Je vais le lire. Bonjour parfait, bonjour le plateau. Ces gens veulent être remboursés et le reste on verra. Grand frère Blériot, que les gens apprennent à négliger certaines choses. Un ami était malade. En attendant que la famille vende le terrain pour son traitement, quand je payais les factures, la famille m'a promis le remboursement après vente. J'ai dépensé et mon ami est décédé. Ils ont vendu, mais personne ne parlait plus de dette. J'ai tourné la page. Par rapport au sous-problème qui a tué au pas, que ces riches s'entendent, c'est trop de pouvoir. Si la belle-mère du président n'a pas été... bon, je sais pas de quoi vous voulez parler, hein. Nous nous parlons de Madame Minja qui est décédée. Évitez d'être hors sujet, monsieur. Alors, nous allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Lâchez les manas de la modération. Il faut faire très attention. Est-ce que mon ami Blériot a vu la sortie de Serge Branco sur Richard Bonnat, où il dit que Richard Bonnat a des accointances et lignes éditoriales sexuelles très bizarres? Concernant la dénonciation, moi je pense que ce qui bloque le corps à la mort, c'est une affaire de loge ou de secte. Vous voyez les loges partout, hein. Ou alors, ceux qui bloquent le corps sont à l'origine de sa mort. Parfois, je me demande à quoi ça sert d'intégrer les sectes et les loges. Et si, à la fin, ces sectes ne peuvent pas nous protéger en cas de danger ou nous aider financièrement. Je suis souvent très surpris quand j'entends que certains hauts fonctionnaires de ce pays sont parfois bloqués, soit à l'hôpital ou à la morgue, pour des affaires de quelques millions. Je vous assure, même le dernier commerçant de mon département est capable de débloquer 20 millions pour un rien, à plus forte raison pour des cas de mort ou de maladie. Il y a trop de mystères et trop de mysticisme au Cameroun. Ceci est une pure affaire de loge ou de secte et ils ont peur qu'on fasse des rituels sur ce corps avant eux. Ils veulent anticiper en faisant d'abord leur propre rituel à eux avant de libérer le corps. Bon, vraiment, moi je n'en sais rien. Ils vont le faire où? Sauf que c'est très très possible, ça se fait tout le temps. Quand vous Ils vont appartenez à faire une le loge, rituel là-haut. vos obsèques ne Au sont pas village. seulement faites par votre famille, hein. Les membres de votre loge organisent également des cérémoniels sur votre dépôt. C'est vrai quand même que j'avais travaillé avec un monsieur, j'ai oublié volontairement le nom, comme je suis à l'antenne. Lorsqu'il est mort, sa famille n'était vraiment pas très impliquée, hein. J'ai vu des gens là que je n'avais jamais rencontrés de ma vie. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu ces gens-là, même au bureau, là où nous travaillions. Mais ce sont ces personnes-là qui avaient la parole. Et ils ont fait des choses là. C'est-à-dire quand on s'apprêtait à aller enterrer, ils ont fait tout un cercle autour du cercueil. Ils se tenaient par les mains. Ils racontaient des choses que dans une langue que moi je ne comprenais pas. Et par la voix basse. Et tout. Bon, je n'ai rien compris. J'ai voulu demander à ces enfants, vous connaissez les gens là? Bon, c'est comme si même les enfants ne connaissaient même pas très bien. Mais certains quand même connaissaient les gens là. Bon, Les enfants avaient reçu des consignes. Je voulais ajouter quelque chose oui, Bernard. sur le cas des loges. Je voudrais vous confirmer que M. Minja a reçu hier soir chez lui un membre de la franc-maçonnerie qui venait négocier pour que l'organisation leur soit confiée. Ah bon? Voilà. Je vous le dis, Voilà. je le dis à la télé en direct. Attendez, vous faites des déclarations très fortes là. Non, je vous ai dit qu'on a investigué sur ça. On a investigué sur ça. Attention à vos déclarations. Non, je dis que
C'est pas M. Minja qui m'a dit. Lui-même, il doit être surpris que je le dise. Donc, ça, c'est le fruit de vos enquêtes. Oui. Je ne voudrais pas vous mentir que... Alors, pourquoi cette loge-là se préoccupe de l'enterrement de la dame? La personne qui a sorti l'argent s'appelle Madame Nkoto Eman Victorine. Vous donnez les noms là. Madame Nkoto Eman Victorine. La veuve de l'ancien DG de Camtel. De Camtel qui a sorti... C'est elle qui a sorti les 12 millions pour affréter l'avion, pour cette évacuation, à l'insu du mari qui a plutôt retrouvé... qui a rejoint son épouse, je pense, 3 ou 4 jours après. Avec leur fils. Avec le fils. Donc vous comprenez que ils ont pris sur eux d'organiser, c'est eux qui ont décidé du pays, parce que des confidences font état de ce que le curé leur a déconseillé le Maroc, plutôt l'Europe. Mais eux, ils avaient un plan avec le Maroc, et ils ont payé l'avion. Ils ont payé affréter l'avion, ils sont allés donc... Attends un peu, attends. Donc, même le curé, qui est quand même spécialiste de ce genre de choses, c'est-à-dire que les patients l'a déconseillé. Tout à fait, vu l'état de le Maroc, vu l'état de Madame Inza, elle était dans le coma. Mais ces gens-là ont imposé le Maroc. Et ils ont insisté. Ils ont insisté. Avec quelle qualité? Personne, c'est des questions. Non, vous ne pouvez pas dire personne. Vous menez Pafa ici. Je crois qu'il ne faut pas qu'on nous foute dans une entourloupe. Si M. Minja veut qu'on parle de l'affaire de sa femme, tout va sortir. Vous voyez, ça commence. Il vivait avec cette famille, il savait qu'elle était dans cette affaire, non? Non, il faut arrêter de nous... Il savait qu'elle était dans cette affaire avec Madame Koto Emana, n'est-ce pas? Oui, que c'était des sorores, c'est comme ça qu'on a... Donc les femmes sont aussi dans les choses. On les appelle les sorores. Moi, je pensais qu'il n'y a que les hommes qui entrent dans les choses comme ça. C'était des sorores. Voilà. Donc, les femmes entrent aussi dans les lots. Quand leurs sorores tombent malades, ils prennent des dispositions. Si ce n'est pas eux qui ont provoqué l'AVC, ils prennent des dispositions pour la conduire là où ils veulent la conduire. Quand elle meurt, là maintenant, M. Minja, il le sait, c'est lui qui dérange. Là, je préfère vous... Une fois qu'on a cette information. Bon, pour l'instant, vraiment, nous ne pouvons pas... Non, je te dis que c'est M. Minja qui dérange. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas encore confirmer l'information. Ce que nous faisons là, nous sommes juste dans des supputations. C'est-à-dire que nous nous posons des questions. Ce sont des hypothèses que nous prenons. Bernard Ouna nous a dit que les membres de la franc-maçonnerie ont approché M. Minja. Un membre a approché Minja. Après l'avoir appelé. Voici ce qui se passe. Quand vous êtes catholique, non? Oui. Si tous les deux auxquels j'ai assisté là, tu m'as envoyé même chercher le prêtre dans la brousse. C'est comme ça qu'on fait aussi d'abord. Pourquoi vous pensez? C'est-à-dire que tant que ces gens ne sont pas là, un prêtre nous a fait attendre à l'un de tes deuils. C'est comme ça, c'est eux qui gèrent votre deuil. C'est aussi leur ordre. C'est comme ça que... C'est parce que vous êtes dans vos églises classées. Là-bas, c'est aussi comme ça. Et là-bas, c'est plus rigoureux. Parce que toi-même, tu dis que voici ce qu'on va faire avec mon corps. Il y a même des éléments de ton corps qu'on va récupérer. Ah bon? Oui. C'est pour ça que M. Minja est un problème. S'il n'était même pas un dur... Il serait déjà tombé. On l'aurait fait tomber même avant les obsèques. Pour faire simple, comme M. Yemek, c'est parce qu'on ne veut pas dire des choses pour effrayer les gens. Pour faire simple, quand vous appartenez à une loge, si vous arrivez à un niveau particulièrement élevé, lorsque vous décédez, votre corps appartient à la loge. Voilà comment... Tu avais un patron qui était grand maître, non? Voilà comment c'est réglé. Le corps, est-ce que sa famille a dérangé? Lisons encore les messages. Perfecto. L'héritage est la seule chose que les morts laissent aux vivants pour s'entretuer. C'est Gauthier depuis Mondon à Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, je dois dire que il y a beaucoup de messages bizarres qui ne font que tomber, mais je ferai un effort de ne pas les lire. Chacun y va de son imagination. D'accord. Pour l'instant, donc, j'arrête d'abord la lecture des messages. Ça devient dur sur ton plateau, toi-même. J'arrête d'abord la lecture des messages. À tout de suite pour la suite. Bien. Vous avez donc eu le temps, là, d'écouter nos compatriotes qui ont bien voulu débattre sur ce sujet, sur le plateau de Parfait ici. Merci, parce qu'il y a des sujets parfois qui reviennent comme ça. Nous avons fait plusieurs publications sur cette affaire. J'ai eu la même chose que je reçois
de certains parents de Christian Foulefak. J'ai vu le commentaire de son frère Franck. Nous y reviendrons vers lui après. On va parler des enfants, de sa maman et de lui-même, de Franck. Là. Pour le moment, je ne m'en occupe pas. J'y reviendrai par la suite. Parce que la justice doit interpeller aussi Franck. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, nous avons Franck Foulefak, bien sûr, le frère de Christian Foulefak, le soupçonné d'avoir tué sa femme, qui est en ce moment retenu. Et son frère a fait des commentaires qui sont intéressants. Parce que quand tu sors, on s'occupe de toi également. Donc nous allons revenir là-dessus dans une autre publication. C'était en passant. Je vous parle de ça parce que aujourd'hui que nous avons ces décisions, ça me rappelle de ce que nous avons subi en dénonçant ce qui se passait dans l'enquête, au cours de l'enquête de la mort, suite à la mort de Madame Mat Mincha. Vous avez donc suivi le problème des bras longs au Cameroun. La longueur des bras, c'est devenu une compétition aujourd'hui. Tu connais qui je suis, tu connais qui je suis. Dans cette affaire, Madame Nkoto Emane, une femme qui a sa place elle-même en prison, d'avoir abusivement détourné les biens de l'État avec la complicité de son mari, s'est impliquée dans cette affaire sous prétexte que elle était l'amie de Madame Mincha. On vous dirait également que Madame Mincha elle-même se retrouvait dans des cercles trop compliqués. Ça n'a rien à voir avec son mari. On dit elle-même, elle se retrouvait dans des cercles compliqués. C'est pour ça que certaines personnes demandent de prendre son corps et de l'amener. Eux, ils vont aller l'enterrer où on ne sait pas trop. Et que le corps n'ira pas ni chez l'enfant, chez les enfants, ni chez le mari. Le corps n'ira pas là-bas. Donc, il y a des individus qui vont voir le mari. D'après ce que certains nous disent sur le plateau, ce n'est pas monsieur Mincha qui dit. Mais, quand ça sort d'une personne qui vient dire ça comme ça, ça veut dire automatiquement qu'il a une bonne source. Quelqu'un d'inconnu ne peut pas venir demander mon corps. Moi, Patrice Nouma, à ma famille pour dire non, donnez-nous ce corps-là. Nous, on va aller l'enterrer si monsieur Nouma n'appartenait pas à leur congrégation, ou bien à leur réseau, ou bien à leur officine, ou bien à leur obédience. C'est pas possible. Donc, la différence encore avec le corps de Madame Mincha et la mort de notre compatriote Tongsa Blanchilor, c'est que Madame Tongsa n'appartenait qu'à une seule institution. Elle était enseignante à l'université. Elle a épousé un homme sur qui tout repose. Donc nous soupçonnons cet homme-là d'appartenir à des cercles compliqués qui font que pour évoluer au Cameroun, il faut automatiquement que tu sacrifies quelqu'un. On ne te demande pas ton cerveau. On te dit, deviens ramasseur ou ramasseuse de tissus. Grégoire Ouna, avec Roméo Dika. Les publications sont là. C'est eux-mêmes qui parlent entre eux. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une affaire nouvelle. Donc aujourd'hui, les jeunes gens, je ne sais pas le cas de Christian Foulefak, je ne sais pas le cas de ce qui s'est passé, ce qu'on lui a demandé là-bas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a répondu. Je ne sais pas s'il répondait à une demande. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué. Je donne ici des pistes qui nous concourent à ça et qui me donnent raison. Ça là. Ça c'est Madame Mincha. J'étais même l'un des seuls à parler de son affaire ici. Avant même que mes compatriotes sur le plateau ne prennent l'affaire. Pour dénoncer ça. C'est pour ça que j'ai dit au procureur, vous venez encore d'avoir là des galons qui vous ont été renforcés par le ministre de la Justice. Résistez aux hautes instructions, résistez aux pressions. Et chaque fois que vous dites le droit, pensez à vous, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain, quand vous-même vous ne serez pas là. Il va falloir qu'on se souvienne de vous, comme Dieu se souvient de nous chaque fois. On dirait que voilà, le procureur général Achan, c'était un enquêteur chevronné, qui ne prenait pas parti, qui disait le droit au vu des résultats et des enquêtes qu'il a menées sur le terrain. Rendons-lui hommage, rendons-lui honneur, rendons hommage à sa femme, rendons hommage à ses enfants. Rendons. Il ne faut pas que ce soit comme ce qui se passe avec
d'autres corps. Bras longs. Bras longs. Ce n'est plus la justice. C'est la justice des bras longs. Ceux qui ont les bras longs là finissent par mourir comme Martin Belinga et Boutou. Finissent par mourir comme Foumanakam. Qui a... Et Foumanakam, pour vous, monsieur le procureur, là j'ai des éléments de preuve. Hein, j'ai même le corps de votre collègue, président du tribunal d'Mfundi, Emmanuel Moussa, assassiné dans sa maison avec la complicité de son épouse et le frère de son épouse à la demande. Oh non, le pays là... C'est pour ça qu'il faut mener l'enquête sur l'affaire de Tongsa, sérieusement. Emmanuel Moussa est tué, assassiné chez lui, par sa femme et le frère de sa femme. Avec le concours, il y a la demande, accompagner et insister, cette demande-là, de M. Foumanakam. Qui était Foumanakam? Foumanakam était le conseiller spécial de Paul Biya, et par là l'oreille de Paul Biya en matière juridique. C'est-à-dire que tout ce qui est au Cameroun en matière juridique, c'est lui qui parlait à l'oreille de Paul Biya. Il était plus puissant que Laurent Esson. Et c'est le fils de Foumanakam qui sortait avec la femme de Emmanuel Moussa. C'est lui qui a donc demandé que cette femme tue son mari. Président du tribunal de Fundi. Ils l'ont assassiné dans sa propre maison. Aujourd'hui, enquête classée sans suite. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard? Parce que nous avons toujours dénoncé ça ici, ceux qui me suivent. J'ai dénoncé. Mais comme Dieu est Dieu, une fois de plus, il a dit, Patrice, mon fils, je vais faire justice. Parce que je sais que ces gens-là sont assis sur la justice au Cameroun. Quelque temps après la mort d'Emmanuel Moussa, l'assassinat d'Emmanuel Moussa, M. Foumanakam, qui avait donné l'ordre de cet assassinat, est allé mourir en Suisse. Il y a dans la justice des hommes qui a été biaisée, mais la justice divine n'a pas été biaisée. Le téléphone de Dieu, le téléphone de la mort, parce qu'il y a plusieurs téléphones, le téléphone de la mort est le seul appel téléphonique où que tu sois, tu décroches. Tu es couché sur une femme, tu décroches. Tu manges à table, tu décroches. Tu joues au foot, tu décroches. Tu es au travail, tu décroches. Tu es en voiture, tu conduis, tu décroches. Tu dors même, tu décroches. Ce n'est pas que je n'ai pas entendu le téléphone sonner. J'étais au bar en train de manger avec mes amis. J'ai laissé la voiture, je suis monté, je suis descendu. Je suis fait... Non, le téléphone était sous silence. Ma batterie était finie. Je n'avais pas de réseau. Jamais. L'appel de la mort. C'est le seul appel que tout le monde décroche, même si tu n'as pas de réseau, ou bien tu n'as même pas de téléphone. Tu vas quand même décrocher, tu pars. Foumanakam est donc mort, après avoir ordonné et complice de la mort du président du tribunal du Mfundi, Emmanuel Moussa. J'ai la vidéo, Emmanuel Moussa en train de gémir, sa femme est à la maison. C'est la fille d'Emmanuel Moussa, monsieur le procureur, qui était allée se coiffer. Elle n'a pas fini de se coiffer. Elle est revenue parce qu'elle a oublié quelque chose. Elle vient trouver son père en train de gémir. Ça faisait trop tard, cette jeune fille. Traumatisée toute sa vie. Je vous parle de ça pour vous témoigner de ce qui se passe dans cette juridiction, dans ces bras longs et les conséquences. Parce que les gens peuvent s'amuser avec des hommes et des femmes comme ça, mais quand Dieu frappe, il frappe et tu payes. Monsieur le procureur de Tchang, je ne connais pas, mais j'imagine les pressions que vous subissez. Monsieur l'enquêteur, parce que ces gens qui vont vous dire, allez dormir avec des cadavres, allez coucher avec ceci pour devenir, voilà, on va faire de toi peut-être recteur, comme tu es, tu es dans la politique maintenant, tu as créé ton parti pour faire ombrage à je ne sais quel parti. Voilà, mais pour évoluer maintenant, on va faire de toi. On te promet tout et n'importe quoi. Un jeune commissaire venait d'être tué. Tout récemment, ça ne fait pas encore 2 mois. Tout récemment. Parce qu'on lui a demandé de sacrifier sa propre femme enceinte, presque à terme. On dit, frère, tu sortiras de l'école bientôt. Il faut que tu fasses un petit sacrifice. Mais ce sacrifice-là, pour que tu aies un poste quand tu sors, on te donne, on t'envoie quelque part de bien.
donne ta femme et son bébé. Il a refusé, monsieur. On a pris sa vie l'autre jour. C'est son parrain même. Son propre parrain. Qui était avec lui, mangeait avec lui, faisait les travaux pour lui, mon cher. Ils étaient ensemble. C'est son parrain même qui l'a tué. J'ai déjà publié ça ici. Faites attention. Vos amis, que vous dites amis là. Faites très très attention. Alors, voici le cas de Madame Minja. J'ai parlé ici, parlé. Les compatriotes là viennent de vous expliquer ça d'une façon ou d'une autre, très claire. Là voici. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Vous allez entendre quelque chose ici qui va vous démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là qui n'est pas normal. Voici un document qui a été signé le 6 mai. Il a été signé le 6 mai 2024. Le document que vous voyez là. Vous voyez, moi je vous parle toujours avec des documents que je reçois parce que je ne vous parle pas sans documents. Je vous parle toujours avec des documents, je ne vous parle pas sans documents. Alors, ce document qui a été signé par certains le 6 mai, par d'autres le 17, vu par d'autres le 17, et partout où ça passe, il y a le cachet. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Vous allez comprendre pourquoi c'est curieux de voir cette phrase-là dans un document comme celui-là. Monsieur le directeur de l'hôpital général de Yaoundé, à l'effet de bien vouloir procéder l'acte ci-après qui ne saurait être différé sans nuire au déroulement de l'enquête en cours. Donner main levée judiciaire du corps de la nommée Minja Mat Angélique, née à Koulouse, déposée dans votre établissement hospitalier le 27 décembre 2020. 27 décembre 2020. Ce que je vous lis là, nous sommes en 2024. 27 décembre 2020. On tripatouille le corps d'un être humain. À gauche et à droite, on monte, on descend. Vous allez comprendre la suite. Remettez le dit corps à sa famille pour l'inhumation dans un cercueil zengué. Non, je reprends cette partie-là. Le mot est important. La précision est importante. Dans un cercueil zengué. Il précise, remettez le dit corps à la famille pour inhumation dans un cercueil zengué. La précision en vaut la peine. Remettez ce corps-là dans un cercueil zengué. Après formalité d'usage, je m'arrête là. Après formalité d'usage, le corps dans un cercueil zengué. C'est écrit. Ce n'est pas Noma qui invente. C'est aussi bien pour monsieur Christian Foulefak et sa famille, sa mère et son frère Franck Foulefak. Je passe toujours comme ça en prononçant ce nom-là parce que j'ai quelque chose à vous dire le moment venu. Cercueil zengué. Qui est le directeur général dans la famille de Mat Angélique Minja, né à Koulouse, pour qu'on lui demande à lui, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé, d'acheter un cercueil zengué? Pour qu'on lui demande à lui, le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, d'acheter un cercueil zengué? On ne dit pas à son mari, à sa famille. On dit au directeur général, remets le corps, mais remets dans un cercueil zengué scellé. Oh oui, là. Il y a les documents qui sont là. Les documents sont là. Avec des dates et des trucs complètement contradictoires. Les saisies, les huissiers qui interviennent toujours sur le corps. Donc, je ne veux pas vous lire tout ça. Je ne veux pas vous lire tout ça parce que il est important que vous sachiez qu'au Cameroun, quand vous voyez le ministre de la Justice sortir, parce que les comportements comme ça sont devenus trop, c'est trop. Le corps, 2 ans à la mort et plus. On parlait là depuis 2020, les affaires de 2020, que cette femme-là est décidée. On dit, nous sommes en 2024, hein? Nous sommes en 2024. C'est eux-mêmes qui écrivent, hein, qu'elle est morte en 2024.
en 2020. Les dates là sont tronquées, hein. Les écrits là sont fausses. Il y a beaucoup de fausseté ici. Il y a beaucoup de fausseté. Je ne veux pas revenir sur les dates et les lieux. Mais ce que moi je veux relever ici sur ce document, le cercueil Zengué, quand on demande de remettre le corps à la famille, qui est allé déposer le corps à la morgue? Quand le corps est arrivé, c'est le fils de Mincha qui est allé déposer le corps. On doit donc remettre le corps aux enfants, au fils qui est celui qui doit venir décharger le corps, parce que c'est lui. Vous allez vous rendre compte que le directeur général de cet hôpital, qui est complice des cadavres des corps qu'on sort la nuit, pour aller faire des incantations, des rituels sur des corps, et d'autres même faire l'amour sur des corps. Yes, le corps de Madame Mincha a été plusieurs fois sorti de l'hôpital pour aller subir des relations sexuelles avec des personnes. Yes, je reprends. Le corps de Marthe Angélique Mincha est plusieurs fois sorti de la morgue pour aller servir des relations sexuelles à certaines personnes, y compris celles de ceux qui sont allés voir son mari à la maison pour lui demander de leur donner ce corps-là. Ils sont allés à l'hôpital la nuit avec l'autorisation du directeur général de cet hôpital. Dire qu'ils vont faire l'autopsie sans l'autorisation du mari. Si le mari n'a pas d'autorisation à donner, sans l'accord ni la présence d'un membre de la famille. La nuit, et plusieurs fois, ils y sont allés. Ils se sont rendus à la morgue, allaient récupérer le corps. Si le Cameroun était un pays normal, le morguier et le directeur général de cet hôpital, en ce moment où je vous parle, serait en prison. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont déjà passées dans cet hôpital-là que vous ne pouvez même pas imaginer. Et comme disait M. Blaireau, les bras longs, qui ont compris qu'il faut être sous le règne du mal. Oui, monsieur. Tellement des corps sont volés, tellement des corps sont mutilés, tellement de corps sont maltraités, que ces gens qui le font ne tirent pas leur catéchisme là de loin. Ils ne tirent pas leur évangile. C'est ici. Méditation de prison. Ce document a été écrit par un ancien cadre de ce gouvernement. Je vais vous lire ça avant de poursuivre la publication. Voici ce que ce document dit. Boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. C'est un membre du gouvernement. A-t-il pratiqué ça ou décrit une situation pour vous prévenir des dangers à venir? Je n'en sais trop rien. Mais c'est lui qui a écrit le livre. Et Dieu-tu tous. Sa photo ici derrière. Et voilà. Titus et Joie. Boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. Lassé de langoureuses divines sirènes, trop exigeantes et jalouses, l'on se fait incube pour priver de leur virginité des nymphètes aussi laxives que naïves. Cela procure de la jouvence à perpétuité. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Je ne sais pas si Dodo Noké l'a pratiqué. On l'a quand même tué. Vous allez comprendre pourquoi je vous lis ce document-ci. Vous allez interroger vos cerveaux pour comprendre. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire. L'homosexualité, il faut pratiquer ça, tu puisses être élevé. Il y a un jeune magistrat qui est mort en France. Il avait, je crois, 35 ans. Il est mort en France, une trentaine d'années. Il allait se faire coudre le derrière. Il est mort. À quoi aurait servi donc la distinction, l'élévation? Parce que tu es allé se faire défoncer le derrière. On n'a pas tenu compte de tes compétences. On a tenu compte tout simplement du fait que tu dois donner le fion à profession, à tout le monde. Il est mort en allant se faire recoudre le derrière en France. Il en est mort. Bien. Et on précise très bien hein, que c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Le fion, la défense du fion. C'est-à-dire que il faut que je te relise ça, peut-être que tu n'as pas encore compris. Je vais lire ça à monsieur Christian Foulefa. Je ne sais pas s'il est passé par le fion, je ne sais pas. Mais ces gens-là, vous allez comprendre que c'est un mélange de tout. Bien. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance
l'homosexualité, virgule, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Deux points. Point virgule. Engagé en astral des combats nocturnes, épiques et suicidaires sur des avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires. L'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. L'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. C'est-à-dire ce combat que vous entendez là, combat nocturne avec des missiles. L'ennemi, ce n'est pas aller combattre Boko Haram. Ce n'est pas aller combattre les terroristes. Non. C'est combattre leur. Ton frère a acheté une nouvelle maison, va le combattre. Ton frère a un poste, tu as envie le même poste, va le combattre la nuit. Ton frère a une belle femme, va bombarder. Ton frère, ses enfants ont reçu aux examens, va tuer. Voilà tout leur combat. C'est dans la famille camerounaise, la famille atomique, la famille élargie, la famille républicaine, la famille nationale. Allez tuer vos propres frères. N'allez pas vous attaquer aux ennemis qui pillent la République, vous envoient des bombes, vous envoient des terroristes. Non, pour eux, ce n'est pas ça. Allez tuer ceux qui ont réussi. Comme vous voulez leur poste, allez donc maintenant les bombarder la nuit. L'ennemi, c'est bien marqué ici, hein. L'ennemi redouté, ne s'éliminant que de nuit. Point virgule. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer. Yes, c'est écrit là. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer. C'est de l'ambroisie pour l'éternité. Oui, monsieur. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. La suite est aussi sucrée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que la mort de cette jeune dame appelée Madame Onsa, Blanche Laure, la phrase qui va suivre là, vous allez comprendre pourquoi c'est important d'enquêter sérieusement, monsieur le procureur. Vous allez comprendre pourquoi il est important d'enquêter. Livré en sacrifice à la confrérie, tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Je reprends, monsieur le procureur. Je ne sais pas si monsieur Christian Folefac, c'est la condition qu'on lui a aussi donnée ou pas. Je ne sais trop rien, mais je vous dis que la plupart de ceux qui aspirent au gouvernement en ce moment ou à des postes prestigieux ou élevés dans le système BIA, voilà ça. Livré en sacrifice à la confrérie, leur confrérie, et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. C'est-à-dire, si vous aimez beaucoup votre femme, vous la livrez d'abord. Vous laissez les enfants. Parmi les enfants qui vont rester, quel est celui que vous aimez le plus dernier, vous le livrez. Parmi ceux qui restent, quel est celui que tu aimes le plus parmi les restants? Le deuxième, vous livrez. Bon, parmi les restants, quel est celui que tu aimes? Le premier, tu livres aussi. Ce que je vous dis là, elle s'est passé devant vous ici. Monsieur le procureur, ça s'est passé avec Serge et toi, lieutenant. Il a livré sa femme. Oh, elle est décédée. Nous avons donc fait la publication ici pour démontrer, parce que je connais quand est-ce qu'ils ont fait la réunion. Il a pris ma vidéo, Christian et toi. Il est allé avec cette vidéo-là dans leur milieu là-bas, dans leur confrérie, comme eux-mêmes ils appellent. Il a mené ma vidéo là-bas. Il va dire, voici ce que nous m'a dit de la mort de mon épouse. On dit, hé, le gars s'il commence à ouvrir les yeux. À l'enterrement de sa femme, il avait lui-même présenté son fils, un beau petit garçon, il était comme un métis. Il avait pris le teint de sa mère. Un joli petit garçon. Il avait peut-être 10 ans. Il a présenté son fils à la confrérie. Que pour mon grade de capitaine, je présente celui-ci qui va m'élever. Prenez-le. Après la mort de sa femme, moi aussi qui ne suis pas un enfant simple, béni de Dieu, je suis venu faire la publication pour expliquer la situation. Serge et toi a pris cette publication-là en allant demander ce que nous m'a dit là, que finalement vous allez prendre toute ma famille, est-ce que c'est ça qui va se passer? On dit, hey, tu commences à ouvrir les yeux. On dit, hey, à moto, nous on a un des éléments très dangereux, il commence à ouvrir les yeux. Son fils qui était prévu suivre sa mère, qui était la femme de Serge et toi, on a plutôt pris Serge et toi avant son fils. Parce qu'on s'est rendu compte que il commençait déjà à se réveiller. Et dès qu'on a pris Serge et toi, il est tombé, tac, quelques temps après, on a pris donc maintenant son fils. Dès que son fils est tombé, quelques temps après, tac, la grand-mère de son fils, dont la mère de Serge et toi, est passée aussi. Il reste 2 filles.
Je pense qu'elles se battent avec des prières, elles se battent aussi aller se laver avec l'eau de pluie, se battent comme ça là pour échapper. Voilà une famille, le père, le fils, la femme, la mère du père, donc la grand-mère du fils, sont partis. Chut. Toute une famille. C'est mentionné ici. C'est mentionné là. Eux-mêmes, ils ont marqué ça. Ici, là, devant vous tous, vous avez tous vu ça. Livré en sacrifice à la confrérie et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Il a donc tout perdu, toute sa famille. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu tout-puissant. Vous comprenez les idées de ces gens-là? Il faut organiser des messes sabbatiques en couleur pour défier Dieu, créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a créés, il nous a donné la vie que nous avons là. Les gens viennent nous asseoir, ils vont pactiser avec des esprits maléfiques. Ils disent, mettons-nous ensemble pour combattre Dieu. Yes, that's what it is. Pour combattre Dieu, organiser des messes sabbatiques pour combattre Dieu. Très noir en couleur pour défier le Dieu tout-puissant, entouré de ses coyotes de saints, de bienheureux et consorts. La suite encore jouissive. Pactiser avec Lucifer, le diable, doublement cornu, le plus redouté parce que le plus redoutable, en signe de fierté de son flambeau, de l'incarnation du mal. Là où intervient donc maintenant Madame Mincha, c'est ici. Écoutez cette partie-là, Maman Feu. Forniquer avec des cadavres féminins, à défaut de harpies, particulièrement des catis. Ça donne de la pêche et du courage. Forniquer avec des cadavres féminins, ça donne de la pêche et du courage. Le livre, c'est Méditation de prison. Alors, je voulais vous dire ça, pour que ce soit important pour vous, pour comprendre ce qui est arrivé au corps de Madame Mincha. Il y a un problème de biens, d'un côté, où c'était membre de sa famille, ceux qui ont donné 12 millions, pour évacuer Madame Mincha au Maroc. Les gens ont réuni 12 millions, sans l'autorisation de son mari. Hein. Les gens ont réussi comme ça, 12 millions. Son frère ou son neveu, ou qui travaille aux assurances, réunissent l'argent pour dire, il faut l'évacuer. Le mari est là. Personne ne sollicite le mari. Pourquoi est-ce que voulez-vous évacuer cette femme-là, comme ça, sans l'autorisation de son mari? Pourquoi, depuis le temps qu'elle est à l'hôpital, vous avez passé votre temps à aller sortir le corps de la nuit tous les 9 jours, tous les 7 jours, ou tous les 3 jours? On partait sortir le corps pour aller forniquer avec son corps. Son mari est assis, il sait que sa femme est décédée, elle est à la morgue. Mais les gens sortent la nuit, vont s'asseoir, demandent qu'on leur donne et prennent le corps avec l'autorisation du directeur général de l'hôpital. Vont forniquer avec le corps, ils reviennent le déposer. C'est écrit là, forniquer avec des cadavres féminins. Ce n'est pas le premier, ça s'est passé à Efok devant vous. Madame Atangana. Madame Atangana, son corps a été volé à la morgue par un gars qui travaille à la présidence. Celui-là même qui l'a empoisonné. Il a invité cette femme chez elle, qui est sa soeur. Non, viens, j'organise le mariage avec mon épouse et tout ça. Viens. Elle est venue. On l'a empoisonné. Dans tout ça, on l'a d'abord saoulé et on l'a empoisonné. Il a récupéré par la suite. Mettre dans la voiture pour qu'elle parte rapidement. Elle allait mourir chez elle le lendemain. Et la personne qui l'a empoisonné et tué, elle fait partie des premières personnes à aller la récupérer pour aller mettre son corps à la morgue à Efok. Dès qu'on a mis le corps à la morgue, tout le monde est parti. Le gars revient quelques jours après, vole le corps pour aller refaire la même chose qu'ils ont fait ici avec Madame Mincha. Forniquer avec les cadavres. Forniquer, ça donne l'ambroisie. Forniquer avec les cadavres. Forniquer pour eux, ça donne le pouvoir pour mourir demain. On fait tout ça, on finit par mourir. Combien de cadavres Martin Belinga a-t-il forniqué? Il est mort. Combien de cadavres Foumanakam a-t-il forniqué? Il est mort. Combien de cadavres Jean-Baptiste Bokam a-t-il forniqué? Il est mort. S'il faut être élevé, parce qu'aujourd'hui on ne croit plus au diplôme, on ne croit plus au galon, au savoir, à l'expertise, à l'expérience, au savoir-faire.
Qu'est-ce qu'on avait demandé à Dodo Doké de faire? L'a-t-il fait? Mais finalement, on l'a tué. Qu'est-ce qu'on avait demandé à Elundu? Le jeune sous-préfet ou préfet qu'on avait d'abord tabassé à Nanga, qu'on a retrouvé mort chez lui. Qu'est-ce qu'on lui avait demandé de faire? Il n'a pas fait. Et ici où il a quand même fait, il est quand même mort. Parce que pour évoluer dans l'administration camerounaise bien, il faut donner quelque chose en contrepartie. Le fion où tu dois sacrifier quelqu'un. Les réseaux ne suffisent pas que je connais tel, je connais tel, je connais tel. Favoritisme, c'est vrai. Népotisme, c'est aussi ça. La corruption, ça passe aussi. Mais le satanisme, et tout ce que vous avez entendu là, c'est ça qui est à la mode. Servir le mal, servir le démon, organiser les messes de la nuit pour défier Dieu. Les conséquences, nous les avons. Oui, monsieur. Donc, je voudrais attirer l'attention du procureur de Tchang sur la mort de notre compatriote. Jusqu'à présent, je ne vous dis pas là que, là où je suis là, c'est monsieur Christian Folefa qui a tué sa femme. Soyons clairs. Mais je dis, les indices que nous avons jusqu'à présent, le comportement de Folefa nous mène tous vers lui, Folefa. Il faut que la justice, je peux dire ce que je veux ici, je peux raconter ma vie, mais la seule et unique personne qui va nous départir, c'est Laurent Esso. Sa justice, c'est le procureur, le président du tribunal, l'enquêteur. Nous allons suivre. Voici le résultat de notre travail. Finalement, la décision sort. La décision sort. Avec des fautes, avec des incohérences, mais la décision sort quand même. Avec des pressions et whatever, nous avons réussi, avec nos publications, à plier ces gens. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant, tout ce que vous voyez là? C'est intéressant pourquoi? Parce que ça nous permet, moi, de vous sensibiliser. Ça nous permet de savoir que Mincha, quand elle était en vie, elle ne s'était jamais levée. Quand on parlait d'une femme qui a été assassinée quelque part, quand on parlait d'une femme qui souffrait, peut-être elle aidait dans sa famille, mais quand tu es responsable, tu es un responsable de la République. C'est aussi vrai que ces gens-là, on les demande de ne pas avoir de compassion. Mais voilà les résultats du manque de votre manque de compassion, de votre manque d'amour avec le prochain. Voilà ce qui vous arrive. Le résultat est net, clair. Tu pars sans retour. Comment voulez-vous que des individus aillent demander le corps de ma femme? C'est-à-dire, si ma femme, avec son matos que vous voyez là, je m'imagine des gens quitter, aller dormir avec ma femme que vous voyez là, à la morgue, pour aller caresser. À la morgue, je suis là. Je suis en train d'attendre le corps de ma femme. Pendant que les Mboudman, la nuit, partent se retrouver pour aller faire des incantations sur elle. Des hommes normaux laissent tout ce que Dieu a créé ici dehors, vivant, pour aller déranger ceux qui ont perdu la vie. Quel est le plaisir que tu vas avoir en allant coucher avec quelqu'un qui est mort? Je ne sais pas. C'est de l'ambroisie. Lequel? Voilà Barack Obama ici. Voilà Barack Obama. Avec combien de corps Barack Obama a-t-il couché pour être président des États-Unis? Voilà Donald Trump, un homme qui parle comme ça, il a été président de l'Amérique. Il a couché avec combien de corps? Je ne veux pas aller très loin. À côté de vous, au Sénégal, un jeune couple, le premier ministre a 2 femmes, le président a 2 femmes. Il vient d'être nommé là, il vient d'être élu. Un élu, l'autre nommé. Ils ont couché avec combien de cadavres? Combien? Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est très important ce que je vous dis. Faites attention. Le seul maître de cette terre, son nom c'est Z-A-M-A. L'homme, l'être invisible qui contrôle le monde. Son nom Z-A-M-A. En ma langue,
Tu as son nom aussi en ta langue. Appelle-le en ta langue. Il est présent en tout lieu et en toutes circonstances. Ce qu'on vous raconte là, c'est les pipis des chats qui vous prennent la vie pour rien, l'énergie pour rien. Ça conditionne ta vie à un degré que tu ne peux même pas imaginer. Dieu a-t-il conditionné ta vie quand il t'a accouché? Dieu a-t-il conditionné ta vie quand il t'a mis au monde? Tu es venu, tu as tout trouvé. Tout. Tu as tout trouvé sur cette terre. Tu n'as rien apporté. Les deux choses que tu as apportées sur cette terre, si ce n'est trois, ce sont tes cacas, ce sont tes urines, ce sont tes cris. Et le bonheur que tu nous as apporté, c'est ton sourire. De temps en temps, tu souris. Même sans voir personne, tu souris, tu nous faisais plaisir. Quand tu es arrivé, ce sont les parents qui t'ont habillé, les tantes et les amis de ton père et ta mère qui t'ont habillé, ce sont tes frères, tes grandes sœurs et les sœurs aînées qui t'ont habillé. Tu as tout eu. Les premières choses que tu as reçues, c'était en couleur, le blanc et le rose. Le bleu, tout ce qu'on t'a offert sur cette terre quand tu es né, rien n'était noir. Rien. Je porte cette couleur-là. C'est la tristesse de vous informer de ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Le Cameroun vit, c'est que des deuils, des deuils, des deuils. Tous les cadeaux qu'on a apportés à tes parents quand on t'a accouché, tout était, si ce n'est pas le blanc, le bleu, le rose, tout était de couleur sauf le noir. Comment fais-tu pour avoir un cœur noir? Pour poser des actes aussi méchants? Comment fais-tu pour avoir un esprit satanique? Tu tiens ça de qui? Ça sort d'où? Pour naître, tes parents ont tué qui? Pour t'envoyer à l'école, ils ont tué qui? Pourquoi penses-tu qu'il faut évoluer en allant tuer des gens? Ton père a hypothéqué son terrain. Il s'est endetté pour t'envoyer à l'école, comme monsieur Emmanuel Waba a envoyé sa fille à l'école pour devenir enseignante, pour transmettre le savoir. Ils n'ont pas tué quelqu'un avec sa femme pour élever leur enfant. Ils n'ont pas tué pour inculquer le savoir. Pourquoi à ton âge tu quittes? Tu vas sacrifier ta vie parce que tu veux te faire voir. Tu es en compétition avec qui? La vie, ce n'est pas la compétition. Ne fais la compétition avec personne. Ne demande rien à Dieu en regardant le voisin. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cette voiture, cette Ferrari, cette Rolls Royce, cette Mercedes, cette Lamborghini, cette Jaguar. Tu ne connais pas. Va à ton rythme, tu auras tout ce que tu veux. Voilà ceux qui ont voulu courir. Les voilà en prison chez toi. Le dernier, Amoko Belinga, le tout dernier. Il n'a pas de doctorat. Il n'a pas de master. Mais il est milliardaire. Il a couru trop vite. Voilà les conséquences. Entre être libre et avoir des milliards et être en prison, je préfère être libre comme je vous parle là et être pauvre matériellement, mais spirituellement riche. Humainement très riche. Ou spirituellement très riche. Humainement riche. Le matériel, c'est rien. Les voilà. Quand tu commences à être soupçonné, accusé pour des choses comme ça, comment est-ce que tu vas fonctionner avec ton esprit clair toute ta vie? Toute ta vie. Même les enfants que vous voyez là, que ce soit des minchas, que ce soit des blanches là, les enfants vont être traumatisés. À un certain moment de leur âge, ils vont commencer à faire des cauchemars. De ce que les oncles venaient leur dire. Entre la vérité, entre ce qu'on leur ne pas dire. Entre la vérité, entre non. Si on vous demande si papa a tué maman, hein, dites que non, papa n'a jamais tapé maman. Oui, c'est maman même qui poussait souvent papa. Non, papa a toujours été un homme bien. Papa, mais ils vont prendre. Mais le logiciel le plus puissant de la terre, c'est le logiciel des enfants. Ça enregistre, s'enfuit. À un certain moment, tout ça va commencer à se relever. Et quand ça va commencer à se lever, ils vont faire de vous des véritables ennemis, adversaires. Je vais vous donner un exemple flagrant. L'exemple flagrant se passe en Angleterre. Quand les deux frères, là, les enfants de la reine, la princesse Diana, quand ces enfants étaient petits, on les a fait gober n'importe quoi. Il y a un qui aime le pouvoir, il y a l'autre qui n'a absolument rien à voir avec le pouvoir. Mais quand ils étaient petits, on les a fait croire autre chose, alors qu'ils avaient vu autre chose de ce qui a tué leur mère. Quand ils ont grandi, il y a un qui s'est rebellé. Il connaît la vérité. Et il le dit dans ses livres,
Il écrit, il connaît qui a tué sa mère. C'est pour ça qu'il est en division avec ses parents. Les gens les plus riches, tout du moins l'une des familles les plus riches de cette terre, la famille de l'Angleterre. Mais l'un des petits princes a décidé d'être rebelle. Pourquoi? Parce qu'on lui a caché la vérité qu'il connaissait. Mais avec le temps, elle s'est réveillée en lui. Il a commencé à parler. Les enfants de Madame Blanche-Laure sauront la vérité. Et vous qui leur avez bourré l'esprit avec le mensonge, vous allez être des véritables ennemis de leur évolution. Ils vont s'en prendre à vous. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Nous, notre volet, c'est de trouver la vérité. Qui a tué cette femme? Et avancer différemment. Pour que les autres ne soient plus des victimes. Voilà Minja. Observez les ministres féminins du gouvernement de Paul Biya. Observez-les. Aucun ne se lève pour condamner un crime. Aucun ne se lève pour condamner un enlèvement. Jamais. Elle faisait partie du gouvernement. Aujourd'hui, c'est son mari avec lequel elle vivait. Elle a fait une fête quelque temps avant sa mort. Elle a réuni des personnes, Madame Minja. J'ai les vidéos, hein, ce que je vous dis là, les vidéos sont là. Elle a réuni des personnes. Elle a dit que, alors quand elle a réuni des gens, elle dit, sans mon mari, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Sans mon mari. Ce n'est pas fait 5 ans avant. C'était à son anniversaire avant sa mort. Il n'y avait pas de policier pour dire que non, dit ceci. Son mari n'était pas là avec une arme que dit ceci. Elle était au milieu de personnes, tenue debout, filmée. Elle dit, sans mon mari, je n'aurais pas été ce que je suis. Il m'a laissé aller dans des missions, il m'a laissé faire ci, il m'a laissé faire ça. Mais la famille qui veut s'accaparer des biens, vient s'asseoir aujourd'hui, vous dites que non, celui qui a tué, c'est son mari parce qu'il voulait les biens. Mais les preuves sont là, ce n'est pas comme dans le cas de notre compatriote Blanche Laure. Elle-même, elle a parlé. Après sa mort, certains se lèvent pour venir raconter tout et n'importe quoi. La justice et ceux qui sont autour rentrent donc dans une guerre pas possible. Pendant ce temps, le corps est à la morgue. Le corps est là-bas, les gens viennent sortir tous les 3 jours pour aller faire des rituels sexuels, sataniques. Tous les 7 jours, tous les 9 jours, on vient récupérer. Pour à la fin venir dire, ok, on a fini avec elle, venez prendre le corps. Et d'autres vont dans la maison de son mari, lui dire, voilà, donne-nous le corps, nous on va l'enterrer. Vous comprenez que ce pays-là marche sur la tête. Donc si nous ne faisons rien pour sauver notre pays, toi, qui es enquêteur d'un procès quelque part, toi qui es juge quelque part au Cameroun, ne sois pas surpris qu'on traite ta femme comme ça quand tu ne seras pas là. Ne sois pas surpris que toi-même tu sois traité comme ça quand tu ne seras plus vivant. Le corps est traîné. L'une des personnes qui s'était préparée a vu le danger venir de loin parce qu'il savait ce qu'il attendait. Martin Belinka Eboutou avait dit que dès qu'il meurt, on l'enterre tout de suite. Il ne veut pas que les gens viennent voir son corps. Oui, monsieur. C'est pour ça que quand il a fait son truc, il allait percher le mausolée là-bas. Les lumières sont là. Il ne veut pas que les gens viennent profaner son corps comme lui-même il faisait avec les autres. Oui, monsieur. Voilà comment des gens fonctionnent. Des malhonnêtes, des méchantes personnes. À la fin, meurent comme des chiens. J'ai voulu échanger avec vous cette publication pour vous dire, mes chers amis, le procureur de Tchang, s'il vous plaît, moi je m'appelle Nouma Patrice, moi je ne vous connais pas. Mais je sais que vous êtes un homme intègre. Faites votre travail. Les pressions, vous en aurez. Mais faites votre travail. Résistez aux hautes instructions. Maintenant, les autres, jeunes gens, compatriotes, camerounaises, camerounais, la vie est la chose la plus chère que Dieu nous a fait don. La mort, nous ne connaissons pas. Là où nous partons quand nous mourrons. Chacun vous dira tout ce qu'il veut. Mais nous connaissons ce que c'est que la vie. Profitez de la vie. Et profiter de la vie, c'est de ne pas abuser l'autre. Ne pas ôter la vie à l'autre. Ne pas faire du mal à l'autre. Ne pas boire, aller boire des choses, ça et là pour devenir ce que vous voulez. La femme de Paul Biya, notez ce que je vais vous dire, était l'une des femmes pauvres comme moi. Elle n'avait rien. Elle ne voyait aucun marabout. Le gars avec lequel elle a fait des enfants était un métis. Lui-même. Elle ne sortait pas avec... je ne sais pas qui, mais qui milliardaire. Non. Mais le crayon de Dieu, qui n'a pas de gomme, a voulu qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Le crayon de Dieu. Elle n'a bu aucune portion peut-être maintenant, mais pour arriver là-bas, c'est ce qui est parfois dommage.
C'est-à-dire tes parents ont pris des efforts pour faire de toi procureur, juge d'instruction, magistrat, colonel, commandant, capitaine, ingénieur, docteur, tout ce que tu veux, professeur. Ils ont mis tous les moyens. Mais quand tu arrives là-bas, des individus que tu ne connais pas viennent te faire comprendre que bon, pour que tu sois ci, tu sois ça, il faut absolument que tu sacrifies le plus aimé de ta famille. Tu boives le sang humain, tu manges la chair humaine, tu tues, tu vas faire l'amour sur les cimetières, tu couches avec des cadavres. Tu te poses la question que, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon père ne m'a jamais demandé ça. Ma mère ne m'a jamais demandé ça. Pourquoi des gens que je ne connais pas viennent me demander des choses comme ça? Quand tu as tué ton père, ta mère, ta femme, ta fille, ton fils, tes soeurs, tes frères et sœurs, il te restera qui pour célébrer ton élévation? L'élévation que les gens te demandent là, au prix du sacrifice humain. Quand tu as tué tout le monde, il te restera qui pour célébrer? Personne ne peut célébrer ta vie et ta réussite plus que ton père, ta mère, tes enfants, ton environnement. Je reprends. Quand on te demande de tuer tout le monde autour de toi, toutes celles de ceux qui t'ont aidé à t'élever, y compris tes grandes sœurs, qui ont payé ta scolarité, y compris tes grands frères qui ont payé ta scolarité, ton oncle, ta tante, les parents qui t'ont élevé parce qu'ils t'ont adopté. Quand on t'a demandé de les tuer tous, donc tu as fini de les tuer, tu vas célébrer ta réussite avec qui? Avec des gens que tu ne connais pas. Tu célèbres ta réussite avec des gens que tu n'as vu ni d'Ève ni d'Adam. Ça veut dire que tu as un problème. Les exemples sont là autour de toi. Serge et toi. Son fils, sa femme, sa mère et lui-même. Tous sont partis. Qui est perdant? La différence entre Dieu, Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Allah, appelez-le comme vous voulez, glorifiez-le. La différence entre lui et le mal qu'on vous demande de faire, vous avez vu, les gens vous demandent d'aller coucher avec des cadavres. Et Dieu vous demande d'aller vous multiplier et inonder le monde, faire l'amour avec des humains. Je reprends. Appelez-le comme vous voulez. Zama, Zambe, Zamba, God, Allah, Loba, Tatabe, Si, donnez-lui le nom que vous voulez, glorifiez-le. La différence entre lui et le mal, c'est qu'il est fier de te voir te reproduire, inonder son monde, pour enjoy et profiter des biens de la terre, de sa pharmacie terrestre. Mais le mal, quand on te demande d'honorer, de servir, lui te demande d'aller faire l'amour avec des gens qui n'ont plus de vie. Un corps sans vie. Aller boire le sang humain. Manger la chair humaine. Pour mourir soi-même demain. Tuer tous ceux qui sont autour de toi. Alors que Dieu te demande de vivre avec tous ceux qui sont autour de toi pour célébrer qui il est, ta grandeur, ta réussite et élever Dieu. Voilà la différence. Et tu meurs comme un chien. Ne faites pas ça. Il n'y a qu'un seul grand maître. Allah. Il n'y a qu'un seul grand maître. Zama. Tout seul, il n'y en a pas deux. Donc ne va pas ne cours pas. Ne sois pas pressé. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pour aller où? Tu fais la course avec qui? Tu fais la course de quoi? Chacun est à son rythme. La vie, c'est comme les courses de vitesse. Ceux qui vont vite, ils savent pourquoi ils vont vite. Ils ont les poumons qui vont avec. Ceux qui vont vite, savent pourquoi ils vont vite. Ils ont leur capacité physique. Et ceux qui partent lentement ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas de capacité physique. Ils ont choisi leur rythme. Les 100 mètres, les 200 mètres. La course de résistance, la course à pied, la marche à pied, la course à vélo. Chacun prend l'outil avec lequel il sait qu'il est capable d'être performant. Ne copie pas l'autre parce que tu as vu faire. Mais inspire-toi des autres. Et va à ton rythme. Fais fonctionner ton cerveau. Ne cours pas. Tu n'as pas besoin. Honore ton père et ta mère. C'est ce que Dieu te dit de faire. Honore d'abord ton père et ta mère. Et transmets les valeurs à tes enfants, ta fille, ton fils. Honore ton père et ta mère. Le seul moment où j'ai vu Dieu, dans certains livres saints, prononcer le nom du serpent, Dieu a dit, soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents comme le serpent. Je crois que c'est le seul endroit positif dont on parle du serpent dans un livre saint que vous connaissez.
Dans les saintes écritures que vous connaissez, prenez toujours ce qui est bien, qui peut comme ça accompagner votre quotidien, vous inspirer, vous instruire. Laissez le reste pour les autres. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas entraîner dans tout et n'importe quoi. Monsieur les juges, monsieur le procureur, monsieur les juges d'instruction, mes chers amis, dites le droit. Vous êtes des adjoints de Dieu sur terre. Nous vous voyons. Faites sa mission. J'ai dit. Monsieur Mincha, prenez le corps de votre femme, enterrez-la. Que ce qui s'est passé avec votre femme, et qui continue d'ailleurs de se passer, vous nourrisse et vous permette d'éduquer mieux vos enfants. Votre femme vous aimait beaucoup. J'ai vu des vidéos, je les ai elle-même en train de parler. À son anniversaire, si les enquêteurs veulent, je leur donne. Ceux qui ne sont pas capables de faire leur investigation, je peux aider. Faites attention avec ces gens, ils sont dangereux. Et si vous ne faites pas attention, c'est marqué tour à tour. Donnez le plus aimé de votre fratrie. Soyez prudents, monsieur. Nous avons en face de nous des tueurs et des tueurs froids. Que Dieu vous bénisse. Ce combat est un combat de tous et de chacun, pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je sais que dans vos domaines respectifs, vous redonnerez là au Cameroun ses lettres de noblesse, ce qu'ont toujours souhaité nos ancêtres. Faire du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais que nous y arriverons, ensemble. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.